Personne ne se présente. Et ce n'est pas une métaphore. Aux États-Unis, l'appareil censé faire respecter la loi se vide de l'intérieur. Des procureurs fédéraux à Minneapolis, des divisions entières à Washington, des agents du FBI, des avocats, des assistants juridiques. Selon les faits rapportés, des milliers sont déjà partis et ceux qui restent parlent désormais de démission massive imminente. Le paradoxe est brutal. Au moment où le pouvoir du département de la justice semble s'étendre, les gens chargés de l'exécuter disparaissent. Pourquoi est-ce que ça te concerne? Parce que quand les institutions continuent d'agir, mais que les professionnels refusent d'y mettre leur nom, quelque chose se fissure profondément. Vendredi, lors d'une conférence de presse, le numéro 2 du DOJ, Todd Blanche, a été interrogé sur cette hémorragie. Sa réponse? Aucune. Silence total. No answer. Mais voici le détail que beaucoup ratent. Ce vide ne ralentit pas le système. Il le rend imprévisible. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à devenir dangereuse. Ce qui se passe à Minneapolis n'est pas un incident isolé. C'est un signal. Les faits montrent que le bureau des procureurs fédéraux y était déjà en sous-effectif, décrit comme à moitié vide. Pourtant, c'est précisément là que surgissent les menaces de nouvelles démissions. Dans la division des droits civiques à Washington, même dynamique, des procureurs de carrière censés être les plus stables du système choisissent de partir, pas après une défaite électorale, pas après un scandale unique, mais après une série de décisions internes qu'ils refusent désormais d'assumer. Officiellement, l'institution continue, les enquêtes continuent, les conférences de presse continuent. Mais regarde le schéma. Plus les décisions deviennent controversées, plus les professionnels se retirent. Comme si le système avançait, mais sans ses freins. Et la question n'est plus pourquoi ils partent, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour que des gens qui ont tenu des décennies disent soudain « on ne peut plus rester ». Pose-toi une autre question plus dérangeante encore. Si ce n'est pas un effondrement visible, alors est-ce une transformation silencieuse? Et si ce que nous voyons n'est pas la fin d'une institution, mais sa mutation en quelque chose de totalement différent? Parce que c'est ici que les preuves commencent à peser lourd. Il y a une affirmation forte qui revient chez ceux qui sont encore à l'intérieur. Ce n'est plus un désaccord politique, c'est une rupture professionnelle. Le fait central est répété mot pour mot par un ancien haut procureur fédéral. Everything they've done in the last 24 hours has been at the vehement dissent of everybody in the career ranks. Tout. Les dernières décisions, les dernières instructions, contestées en bloc par les procureurs de carrière, et pourtant maintenues. Regarde ce qui manque dans ce tableau. Aucune tentative de rassurer, aucune explication interne rapportée, aucun signal que ces objections aient été prises en compte. Au contraire, les faits décrivent des bureaux vidés de ceux qui refusaient d'obéir. À Minneapolis, l'ancien responsable le plus respecté quitte son poste après avoir été poussé à ne pas enquêter sur un meurtre précis, mais à examiner la veuve sous l'angle du terrorisme domestique. Ce détail change tout. Parce qu'ici, le problème n'est pas une erreur isolée. C'est un renversement des priorités. Et quand ceux qui connaissent les règles partent, ceux qui restent redéfinissent ce qui est normal. Maintenant, regarde comment cette dynamique s'accélère. Et cette accélération suit un schéma que l'histoire connaît déjà, pas dans les détails, mais dans la logique. Quand une institution commence à ignorer ses propres garde-fous, ce qui choque au début devient rapidement banal. Les faits rapportés parlent de juges fédéraux à Minneapolis, dont un nommé sous George W. Bush, affirmant qu'en un seul mois, davantage d'ordonnances judiciaires ont été violées que durant toute leur expérience précédente. Un mois. Janvier seulement. Ce chiffre n'est pas anodin, il marque un basculement. Avant, violer une décision de justice était une crise. Maintenant, c'est un rythme. Et c'est ainsi que l'escalade s'installe, non pas par un grand acte spectaculaire, mais par une répétition rapide de transgressions qui ne sont plus corrigées. Les procureurs de carrière voient cela. Ils savent ce que cela signifie. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils partent. Ce qui devrait alerter davantage, c'est la normalisation. Des deadlines manqués, des documents mal déposés, des déclarations non conformes, des juges obligés de rappeler les bases du métier. Ce ne sont pas des détails techniques. Ce sont les signes d'un système qui continue d'avancer alors que sa compétence recule. Et maintenant, voici le moment où les paroles et les actes cessent de coïncider.
Voici la preuve qui fait basculer la lecture entière de l'affaire. Les faits rapportés décrivent une contradiction nette entre les pratiques habituelles du DOJ et ce qui s'est passé ici. Don Lemon, journaliste connu, identifié, sans risque de fuite, aurait normalement été autorisé à se présenter par convocation, comme cela se fait toujours, selon l'ancien procureur cité. C'est même ce qui a été accordé à Donald Trump lui-même dans des affaires bien plus graves. Pourtant, Lemon est arrêté à 23 heures, menotté, conduit en prison et maintenu toute la nuit. Aucun besoin opérationnel n'est mentionné, juste l'acte. Dans le même temps, des agents de la DEA sont signalés devant le domicile de Georgia Fort, journaliste primée filmant une église à Saint-Paul. Elle dit avoir craint un enlèvement. Elle doute même de l'existence d'un mandat valable. Ces détails ne sont pas périphériques, ils sont centraux. Parce qu'ils montrent une chose simple. Le pouvoir agit plus durement là où il n'est pas censé avoir besoin de force. Et maintenant, observe le décalage. En public, on parle de loi et d'ordre. En pratique, on applique des méthodes décrites comme gratuites, punitives et contraires à la culture historique du DOJ. Ce n'est plus une erreur de jugement, c'est un message. Et ce message déclenche quelque chose d'encore plus instable. À ce stade, la situation ne se dégrade plus lentement. Elle se cumule. Les faits s'empilent vite. D'abord, des procureurs quittent leur poste. Ensuite, des dossiers sont gelés ou maltraités. Puis arrivent les effets en chaîne. À New York, dans le district sud, le DOJ explique à un juge fédéral qu'il n'a pas les ressources pour préparer un procès majeur de trafic sexuel impliquant 2 frères de l'immobilier à Miami. La raison invoquée? Les équipes seraient absorbées par l'examen des dossiers Epstein. Le juge réagit avec incrédulité. Vous êtes le SDNI. Comment pouvez-vous ne pas être prêt? Et voici le détail qui inverse la scène. Les avocats de la défense, ceux qui d'habitude demandent des reports, exigent au contraire d'aller au procès immédiatement. Ce renversement est rare. Ils signalent une perte de contrôle. Des délais sont manqués, des dépôts sont incorrects, des bases procédurales doivent être réexpliquées par les juges eux-mêmes. Ce n'est plus un débat idéologique. C'est une panne opérationnelle sous pression maximale. Tout se passe plus vite que la capacité du système à suivre, moins de personnel, plus de conflits, plus de dossiers sensibles et aucun ralentissement visible. Alors la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cela continue? Et maintenant, regarde ce que cela signifie pour toi concrètement. Pas en théorie, pas en politique, dans la vie réelle. Quand les procureurs fédéraux partent, les crimes qu'ils traitaient ne disparaissent pas. Les faits le disent clairement. Le fédéral ne gère qu'une partie des affaires, mais ce sont les plus lourdes. Fraude majeure, trafic, corruption, violence organisée. À Minneapolis, un ancien procureur explique que le bureau traitait environ 300 dossiers par an. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus en gérer qu'une fraction. Pas parce que la criminalité baisse, mais parce qu'il n'y a plus assez de gens pour enquêter. Ce vide a une conséquence directe. Moins d'enquêtes, moins de poursuites, plus d'acteurs qui comprennent qu'ils peuvent agir avec plus d'impunité. Et pendant ce temps, ceux qui restent au DOJ sont réaffectés à des dossiers politiquement explosifs, laissant d'autres priorités sans surveillance. Ce n'est pas un slogan, c'est une redistribution forcée de l'attention. Imagine ce que cela change pour une ville, un quartier, une victime. Quand la justice fédérale devient imprévisible, ce sont les citoyens ordinaires qui absorbent à quoi le risque. Si cette sensation te paraît familière, dis-le dans les commentaires. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut quitter l'émotion et regarder le mécanisme. Les faits décrivent un système où l'incitation a changé. Le pouvoir interne ne repose plus sur l'expertise ou la continuité, mais sur la loyauté et la vitesse d'exécution. Quand des décisions sont prises malgré l'opposition véhémente des procureurs de carrière, un signal clair est envoyé. L'expérience n'est plus un frein. Elle devient un obstacle. Et dans ce contexte, partir n'est pas un geste politique, c'est une réaction rationnelle. Regarde l'effet de levier. Les démissions libèrent des postes. Les réaffectations déplacent l'attention. Les dossiers sensibles créent du spectacle. Et le spectacle, lui, protège de la critique de fond. Pendant que l'on débat d'arrestations très médiatisées, des violations d'ordonnances judiciaires s'accumulent, des délais sautent et la crédibilité s'érode. Pas par une décision unique, mais par saturation.
Voici l'insight inconfortable. Un système n'a pas besoin d'être cassé pour devenir dangereux. Il suffit qu'il continue de fonctionner sans ceux qui savaient dire non. À ce stade, la question n'est plus morale, elle est structurelle. Et une fois ce seuil franchi, le retour en arrière devient difficile. Maintenant, regarde vers l'avant. À court terme, deux trajectoires se dessinent clairement à partir des faits observés. La première est celle de la poursuite. Les démissions continuent. Les postes se vident davantage. Les décisions se concentrent entre moins de mains, plus alignées, plus rapides. Le DOJ continue d'agir, mais avec une capacité réduite et une tolérance accrue aux erreurs. Les juges réagissent au cas par cas. Les violations d'ordonnances s'accumulent et le public s'habitue progressivement à un niveau de dysfonctionnement qui aurait déclenché une crise nationale quelques années plus tôt. La seconde trajectoire est plus instable. La pression opérationnelle finit par produire un point de rupture visible, un dossier majeur qui s'effondre, un juge qui impose des sanctions sévères, une affaire où l'incompétence n'est plus défendable. Dans ce scénario, l'institution est forcée de ralentir, non par choix, mais par contrainte externe. Mais même là, rien ne garantit un retour à l'équilibre, car ceux qui sont partis ne reviennent pas facilement, et ceux qui arrivent héritent d'un système déjà fragilisé. Ce qui rend cette phase dangereuse, c'est l'incertitude. Les signaux sont là. Le mouvement est en cours et la prochaine décision, celle qui déclenchera la suite, est probablement déjà en train d'être prise hors caméra. Il y a une idée simple qui permet de relire toute cette histoire autrement. Ce que nous observons n'est pas seulement une crise du département de la justice. C'est un test de ce qui se passe quand une institution continue d'exercer son pouvoir alors que ceux qui en garantissaient la crédibilité s'en vont. Les faits montrent des démissions, des silences, des dossiers bâclés, des juges alarmés. Mais l'insight central est ailleurs. Le danger n'apparaît pas quand le système s'arrête. Il apparaît quand il continue, coûte que coûte, sans contrepoids interne. En une phrase, tout se résume ainsi. Ce n'est pas l'effondrement qui menace, c'est la normalisation du dysfonctionnement. Et une fois que cela devient la nouvelle norme, il devient très difficile de distinguer l'erreur de l'intention, l'exception de la règle. Ce que tu viens de voir n'est donc pas un épisode isolé, mais une couche supplémentaire d'un phénomène plus large, encore en train de se former. Et la suite ne dépendra pas d'un grand discours ou d'une annonce spectaculaire. Elle dépendra du prochain dossier, du prochain juge, de la prochaine démission qui passera peut-être inaperçue. C'est pour ça que cette histoire ne s'arrête pas ici. Si tu veux comprendre ce qui se joue réellement et surtout ce qui vient après, abonne-toi, parce que la prochaine étape est déjà en mouvement.